Salut à toutes et à tous, c'est le Cavalier sans tête et on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième chronique de Sans tête et sans reproche. Aujourd'hui, nous allons critiquer Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, très rapidement, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est le premier long métrage de Disney. Il a eu du mal à se faire vu que Disney à l'époque n'avait pas énormément d'argent. Mais ce fut un grand chef-d'œuvre et c'est toujours un grand chef-d'œuvre d'ailleurs. Ça a révolutionné vraiment le monde donc de l'animation avec plein de nouvelles techniques qui ont réussi à faire ce Disney vraiment fantastique. D'autant plus que c'est non ce n'est pas le premier, mais l'un des premiers longs métrages d'animation. Il y en a eu d'autres, je sais qu'il y en a eu un argentin, je ne sais plus le nom. Il y en a eu un autre allemand. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, c'est vraiment, il fait partie des premiers films d'animation. Et en tout cas, ça va être le premier film d'animation qui va toucher vraiment le monde entier. Donc nous allons tout d'abord nous intéresser aux personnages. Bien sûr, en premier, on va parler de Blanche-Neige. Donc, Blanche-Neige, c'est la plus jeune de toutes les princesses de Disney. Au début du film, on la voit habillée très pauvrement. Donc c'est sa belle-mère qui l'oblige à s'habiller mal. Puis après on la voit avec la tenue que nous reconnaissons tous. C'est quelqu'un de très pur, d'assez enfantin, puisque forcément c'est juste une adolescente. Elle a du mal à voir la méchanceté chez les gens. Pour elle, tout le monde est gentil. Et c'est un personnage qui va vraiment marquer Disney. Après, on a le prince charmant. Et on sait très peu de choses sur lui, puisqu'on ne le voit qu'au début, lorsqu'il fait sa sérénade amoureuse, et à la fin, quand il vient sauver la belle. On ne sait rien d'autre. Nous avons après la méchante reine, qui est présentée donc au début de manière froide, glaciale, et extrêmement jalouse de Blanche-Neige, que ce soit pour son physique ou pour le fait que le prince charmant soit amoureux d'elle. Et après on va la voir donc sous la forme de la sorcière quand elle va empoisonner Blanche-Neige. Nous avons après les 7 nains avec le premier qui est Hatchoum, puis Dormeur, Grincheux, Joyeux, Prof, Simplé et Timide. Ces personnages sont vraiment les personnages enfantins du film. Ça aurait même pu être des enfants. Sauf que Disney a voulu les faire travailler. Il a voulu montrer, donc on y reviendra plus tard, un côté capitaliste. Et ceci ne pouvait pas être réalisé par des enfants. En plus, il y a beaucoup de moments, notamment quand il parle à Blanche-Neige, où ils sont très émus, parce qu'il la trouve magnifique, il la trouve très belle, chose que des enfants n'auraient pas pu en fait faire passer ce sentiment. Ces personnages sont très enfantins parce que chacun représente une émotion. Ce sont les petits humoristes du film. Et ils sont là, voilà, pour que les enfants puissent se raccrocher à l'histoire, parce que l'histoire est très rapide, il se passe énormément de choses, énormément de scènes. Donc il y a des scènes, et notamment beaucoup de scènes avec les nains, qui sont là pour ralentir en fait le rythme très soutenu du film. Parce que le film il y va mais très vite, c'est beaucoup de choses qui se passent, et il y a des scènes, la scène où il se lave les mains, la scène où il danse, la scène où il part au boulot, qui sont là, voilà, pour ralentir vraiment le rythme du film, pour que les enfants puissent se suivre plus facilement. Nous avons après le chasseur, c'est pareil, les personnages masculins sont très peu présentés. Donc on comprend que c'est le principal serviteur de la reine, donc on s'entend grand méchant, mais finalement face à la beauté de Blanche-Neige, il ne pourra pas commettre son crime qui était de la tuer, et il va même risquer sa vie pour la protéger. Donc finalement c'est un bon bougre, rien de particulier à dire. Puis après, nous avons le miroir, qui lui est aussi très peu présenté, mais qui est complètement au service de la reine et qui va mettre grandement Blanche-Neige en danger. C'est lui qui va dire à la reine où elle se cache. Après, nous avons tous les personnages secondaires, qui sont les animaux de la forêt,
qui sont gentils, amis de Blanche-Neige, qui vont aller chercher les nez car il y a la sorcière qui va essayer de la tuer. Et voilà, ils l'aident à faire le ménage, ils sont joyeux, vraiment c'est pour montrer en fait le bonheur de ce film, voilà, c'est pour matérialiser le bonheur que Blanche-Neige crée autour d'elle. Puis après nous avons les animaux un peu moins sympathiques, qui sont le corbeau, qui est l'animal de compagnie de la méchante reine, qu'on voit dans son atelier et qui va montrer que même lui, qui est quand même un animal méchant, va avoir peur de la monstruosité de la sorcière. Et nous avons les deux vautours, qui vont en fait être une métaphore de la mort de la sorcière, puisqu'on ne la voit pas mourir. Elle tombe dans le vide, le rocher lui roule dessus, et pour les enfants, on ne montre pas sa mort. Et du coup, en fait, les vautours qui sont représentatifs de la mort et tout ça, vont être présents pour bien montrer qu'elle est morte. Et d'ailleurs, quand elle va tomber, ils vont se jeter sur elle pour aller la gober. Chose que nous allons bien sûr pas voir. Tout ceci est caché pour que les enfants ne soient pas choqués. Le film commence sur une ouverture de livre. Sûrement pour rappeler que, à la base, Blanche-Neige est tirée d'un conte des frères Grimm. Au début du film, on peut voir une scène qui est vraiment magnifique, car on voit Blanche-Neige dans un puits, en train de chanter. Donc elle explique que ce puits est magique, que quand il y a l'écho qui résonne, ça fait que les vœux s'exaucent. Et il y a le prince qui va venir la rejoindre. Et ceci va partir sur une sérénade, une scène du balcon, qui peut être proche donc de celle qu'on peut voir dans Roméo et Juliette ou encore Cyrano de Bergerac. Voilà, une belle scène du balcon où on voit l'amour vraiment pur que le prince déclare à sa belle. Et vraiment un amour très très pur. Même s'il porte essentiellement sur le physique, vu que ces deux personnes ne se connaissent pas, ils se sont juste vus, ils tombent tout de suite amoureux. Voilà, c'est très porté amour puritain, physique, très romanesque. C'est l'amour qu'on s'imagine à l'époque. C'est un film vraiment qui traduit énormément de son époque, on y reviendra par la suite. Et on va aussi montrer, dès le début du film, la jalousie de la reine, qui, voyant le prince déclarer sa flamme à Blanche-Neige, va littéralement péter un plomb et demander au chasseur de tuer cette pauvre fillette. Cette espèce de triangle amoureux me fait penser à un livre qui s'appelle Les Liaisons Dangereuses, un très très beau livre. Et vraiment ce triangle amoureux me fait passer au début du livre, donc je vais pas m'attarder dessus, mais si certains d'entre vous connaissent ce livre, je serais ravi de discuter avec eux dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, franchement je trouve que... je sais pas comment expliquer, mais... Enfin si je sais comment expliquer, mais je veux pas rentrer dans les détails. Notez-moi tout ça dans les commentaires. Et voilà. Après... il y a énormément de scènes très très belles dans ce film et qui mériteraient des analyses beaucoup plus longues. Je vais essayer de faire ça rapidement, de vous montrer les scènes les plus importantes et de vous donner mon avis sur comment j'analyserai ces scènes. C'est que mon avis personnel, bien sûr. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires et je serai vraiment ravi de discuter avec vous. C'est très très intéressant de discuter avec vous parce que vous avez de très très bonnes remarques. Des choses que je n'avais même pas pensé, que vous me faites découvrir. Et c'est très très agréable pour moi. Il y a la première scène, enfin, non pas la première scène, l'une des premières scènes, où le chasseur amène Blanche-Neige dans la forêt pour la tuer. Et il y a un jeu de lumière magnifique, qui va être repris dans beaucoup de films, notamment les films d'horreur. Quand elle chante au petit oiseau qui a perdu ses parents, et on voit le chasseur arriver derrière elle, avec son ombre qui se dessine sur le caillou avec le couteau en main. Et cette scène est juste splendide, ce jeu de lumière pour l'époque est révolutionnaire, c'est un film de 1937. Il faut quand même se dire que pour l'époque, un jeu de lumière comme ça est magnifique. Il n'y a rien à dire sur ce jeu de lumière, ça va être repris dans de nombreux films, même aujourd'hui il y a plein de films qui reprennent ce jeu de lumière, quand on voit le danger qui arrive par derrière et qui est traduit par l'ombre. Après,
elle va se mettre à courir dans la forêt. Et il y a une scène sous-entendue que je trouve sensuelle, voire même sexuelle, magnifique, avec les arbres qui s'agrippent à sa robe, comme s'ils essayaient d'arracher la robe de cette fille si pure, et ça fait une métaphore sexuelle juste magnifique. Il faut aussi se dire que ce premier Disney pose la base de tous les autres films Disney qui peuvent arriver par la suite, enfin, ou du moins de nombreux films Disney, notamment sur le fait que Disney est marqué de long à large par l'expressionnisme. Donc je vais vous expliquer vite fait ce que c'est un mouvement littéraire, enfin littéraire et artistique, qui veut qu'en fait les paysages traduisent les émotions. Et là notamment, il y a Blanche-Neige qui a peur, et on voit une forêt très très inquiétante, étouffante, qui fait vraiment vachement flipper. D'ailleurs Disney, je sais pas qu'est-ce qu'il a avec les forêts, mais il a énormément de forêts qui font très très flipper. Et juste après, elle se rassure, elle reprend confiance en elle, et là on voit la forêt qui se métamorphose complètement, qui devient très lumineuse, avec tous les petits animaux qui sortent de partout pour venir avec elle. Et ça, vraiment, on reconnaît la patte de Disney en fait, qu'on va retrouver dans tous les autres Disney, et qui est vraiment très très intéressante. Donc, la reine va apprendre que le chasseur n'a pas tué Blanche-Neige, et va s'assurer une scène terrifiante où elle va se transformer en sorcière. Mais la scène est magnifique. Elle a même été censurée lors de sa sortie dans certains pays parce qu'elle était trop violente. Mais elle est vraiment très très troublante. Elle boit la potion et elle se met à tourner autour d'elle. On voit ses mains qui se vieillissent d'un seul coup, sa voix qui change. Cette scène est vraiment époustouflante, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi franchement je trouve que du film, c'est avec la mort de la sorcière, c'est vraiment les deux scènes les plus spectaculaires qu'on peut avoir dans ce film. Et d'ailleurs la mort de la sorcière est même l'une des scènes les plus spectaculaires qu'on peut voir dans tous les Disney réunis. Et il y a plein de messages de mort partout. Quand elle trempe la pomme et qu'elle ressort et que ça fait un crâne de mort. Ou quand elle descend et qu'on voit dans ses cachots un cadavre qui tend la main désespérément vers l'eau. C'est vraiment des scènes très très noires et qui montrent vraiment la noirceur et l'horreur que dégage ce personnage. Il y a des allusions à l'Antiquité dans ce dessin animé. Il y en a deux notamment qui sont très très flagrantes. Et l'une d'elles, donc c'est au moment où la sorcière part et elle monte dans une barque. Donc là on la voit donc toute noire vêtue, monter dans la barque, prendre un long bâton et partir avec la barque et pousser la barque avec le bâton. Et en fait ça fait passer à Charon ou Charon, vous l'appelez comme vous voulez. C'est un personnage de la mythologie grecque. Et en fait il faisait passer les morts sur le Styx, qui est le fleuve qui sépare en fait le monde des vivants et l'enfer dans la mythologie grecque. Et cette métaphore est juste très très bien jouée, puisque justement là c'est comme si elle était messagère de la mort, puisqu'elle va apporter les pommes qui doivent tuer Blanche-Neige à Blanche-Neige. Et je trouve que cette métaphore est vraiment très 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 bien placée. Enfin cette allusion plutôt. Blanche-Neige qui s'est échappée va arriver chez les 7 nains. Et là on va avoir une scène stéréotypée de la femme des années 30. Alors déjà, Blanche-Neige, c'est la femme représentative même de la beauté des années 30. La coiffure très carrée, le petit nœud dans les cheveux, une femme très fine. C'est à cette époque qu'on commence vraiment à avoir tous ces stéréotypes de la femme très très fine. Et la peau très blanche. Voilà, c'est vraiment un stéréotype physiquement et aussi dans son caractère. Vu que dès qu'elle va arriver chez les nains, et dès le début d'ailleurs on la voit, la première chose qu'elle va faire c'est faire le ménage, la cuisine, ranger, laver. Et c'est vraiment un stéréotype de ce qu'on peut voir donc dans les années 30. C'est comme ça que les femmes étaient destinées. Ça n'a rien de machiste ce que je dis, pas du tout. Mais c'est la vision qu'on avait des femmes dans les années 30.
C'est pour ça que ce Disney maintenant il peut faire polémique. C'est pour ça aussi qu'il est peut-être beaucoup moins aimé des enfants que ce qu'il a pu être à l'époque. Mais à l'époque, voilà, une femme était destinée à grandir, se marier, et une fois mariée, à s'occuper du logis. Donc là, on la voit arriver, bien sûr, pour rendre la scène un peu plus enfantine, elle va faire le ménage avec les oiseaux. Pendant que les nains sont à la mine. Comme par hasard, la femme fait le ménage, les hommes travaillent. Encore une fois, c'est un stéréotype de l'époque. Et là, c'est très très intéressant la scène de la mine. Parce que il y a deux interprétations différentes qui s'opposent totalement. Donc vous donnerez votre avis. Moi je vais donner le mien, je suis obligé. Il y en a une des premières qui veut que, notamment du fait que ce dessin animé est le préféré d'Hitler. Et donc le conte à la base qui est le conte des frères Grimm est le préféré d'Hitler. Et beaucoup disent que les nains sont la représentation de juifs qui vont de la mine, qui travaillent sans but apparent, juste pour le fait de s'enrichir avec des pierres précieuses. Voilà, c'est la première des interprétations qu'on peut faire sur cette scène. Et la deuxième, c'est que, donc ça c'est celle que je pense la plus probable, c'est tout simplement que les nains sont représentés, sont une représentation du capitalisme. Et en fait c'est une représentation du rêve américain. Donc je m'explique pour les Américains et surtout dans les années 30. Même si maintenant voilà, ça commence à changer un petit peu, mais ça reste quand même bien ancré. Il n'y a pas d'aide pour les gens qui sont sans abri, il n'y a pas d'aide pour les gens qui sont dans le besoin. Parce qu'en fait, les Américains pensent que les gens qui sont dans le besoin, c'est des gens qui n'ont pas assez travaillé. Voilà. Alors du coup, il y a une valorisation très très importante du travail qui est présente dans ce film. Dire que eux, ils sont contents d'aller bosser, ils sont contents de rentrer chez eux, ils sont recontents d'aller bosser. Et voilà, c'est comme ça, c'est une vision très très américaine des choses. Les Américains pensent que le travail c'est quelque chose c'est quelque chose de bien, le travail, je dis pas le contraire. Mais ça montre que si on travaille, on peut s'enrichir. Et on les voit travailler avec quand même pas mal d'objets précieux. Et c'est pour ça que je pense que cette interprétation est plus pertinente que la seconde. Et effectivement, c'était bel et bien le dessin animé préféré d'Hitler. C'est surtout parce que c'était les frères Grimm qui avaient écrit. Et les frères Grimm sont des auteurs autrichiens. Forcément, ça aide. Donc après toute la scène, voilà, il y a plein de scènes un petit peu enfantines où on nous montre que siffler en travaillant c'est beaucoup plus intéressant. C'est peut-être pour ça que je fais rien, vu que je sais pas siffler. Ça explique peut-être. Hein. Mais voilà, c'est des scènes vraiment qui sont là pour ralentir ce Disney qui est très très rapide. La scène où ils rentrent chez eux, la scène où ils se lavent les mains. Cette scène est quand même très très intéressante parce que beaucoup de gens ne l'apprécient pas parce qu'elles disent qu'elle est vraiment trop longue. Mais en fait, ça montre le fait que Gretchen nous explique les artifices des femmes. Et vraiment, mais ça stéréotype très très bien le truc que on nous montre des vieux garçons qui ont une véritable garçonnière. C'est une vraie garçonnière leur truc. Le ménage n'est pas fait, rien n'est rangé. Et en fait, la femme arrive avec ses artifices, sa beauté, tout ce qu'elle amène. Elle plie les hommes un petit peu à sa volonté. Du coup, les hommes, ils se mettent à se laver, à se mettre à être propres pour leur belle. Et c'est ce que dénonce Gretchen dans cette scène, bon, qui est très très longue, j'avoue. Mais voilà, c'est ce que dénonce Gretchen et qui est plutôt agréable. Mais après, voilà, la scène, par exemple, quand ils partent au boulot est très très longue. Elle les embrasse un par un, 3 fois ça plaît. C'est long et c'est là pour vraiment ralentir le film pour les enfants. Du coup, nous, étant adultes, on attend un petit peu que ça passe. Mais bon, ça permet aussi, même en état adulte, ça permet de nous reposer un petit peu de ce rythme très 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 soutenu. Donc, revenons aux allusions de l'Antiquité, avec le moment où elle meurt, où la sorcière meurt. Et là, on a une double allusion. Parce que en plus de faire des allusions à l'Antiquité, ce Disney fait aussi des allusions à la religion. On voit Blanche-Neige à un moment qui prie. Elle mange le fruit interdit, une pomme. D'après la Bible, la pomme c'est le fruit interdit, le fruit du péché. Et on a la scène où l'élément de l'Antiquité qu'on a pu voir avec Caron tout à l'heure et l'élément du christianisme se réunissent. Pourquoi ? Parce qu'on a un éclair qui frappe le caillou
devant la sorcière, ce qui l'a fait tomber dans le vide. L'éclair représente Dieu depuis l'Antiquité, car le dieu de l'Antiquité principale, c'était Zeus. Et il contrôlait la foudre, les éclairs. Du coup, là, ça nous permet de comprendre que Dieu agit. Et pourquoi il agit? Parce que c'est un châtiment divin sur la sorcière. Voilà, donc on a la présence de Zeus et de Dieu, du coup. Zeus qui représente les dieux, donc du coup, pour l'époque, Dieu, c'est le dieu du christianisme. Et ça nous a, voilà, la notion donc de châtiment divin. Et vraiment, cette scène est très impressionnante. Même si on ne voit pas la mort de la sorcière, je trouve que c'est l'une des scènes les plus flippantes qu'on peut voir dans tous les Disney. De toute façon, les premiers Disney font des morts de méchants très très impressionnantes. Ça sera beaucoup moins impressionnant par la suite. D'ailleurs, par la suite, il y en a beaucoup moins qui meurent aussi. Mais les premiers Disney, les méchants finissent quasiment toujours mal. Et de manière très très impressionnante. Donc de là, nous avons la scène très très émouvante des neiges qui retrouvent Blanche-Neige morte. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils pensent. Et honnêtement, même si je l'ai revu il n'y a pas longtemps pour pouvoir vous faire cette critique, je savais très bien que Blanche-Neige n'allait pas mourir. Et pourtant, quand je vois tous les neiges qui se mettent à pleurer, les animaux qui baissent la tête, cette scène est très très émouvante. Franchement, j'étais presque à verser une larme. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre avis. Mais cette scène est vraiment très très émouvante. Puis, on a, encore une fois, ce Disney qui rentre dans les Disney du « Ils vécurent heureux et eu beaucoup d'enfants ». Et c'était les premiers Disney, donc c'est le prince qui vient sauver la situation. Voilà, le prince qu'on ne connaît pas trop, elle tombe amoureuse juste pour son physique. Et il arrive, et il sauve la situation, il sait tout de suite ce qu'il doit faire, il arrive, il l'embrasse, et tout va bien. Voilà, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Après, mon avis sur ce Disney. Ben, je trouve que, même s'il a beaucoup vieilli, et qu'aujourd'hui il doit être beaucoup moins touchant pour les jeunes que les derniers qui sont sortis, comme des Réponses, comme des... La Reine des Neiges, forcément, c'est pour les jeunes, ça montre une femme libérée, ça montre une femme forte, or que là, Blanche-Neige, c'est une femme qui fait le ménage et qui se fait sauver par un mec. Forcément, pour la jeunesse, ça va être beaucoup moins intéressant, mais que ça soit pour l'époque, pour la qualité du travail qu'ils ont fait, parce que c'est quand même un travail énorme, 1937 le film, c'est un travail énorme qu'ils ont fait. Ce film est un chef-d'œuvre, c'est le premier des chefs-d'œuvre, c'est des chefs-d'œuvre Disney. C'est celui qui va faire découler tous les Disney qui existent de celui qui l'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et honnêtement, il est très très sympathique. En plus de ça, il montre vraiment l'image des années 30. Il a plein d'allusions sexuelles, des allusions à l'Antiquité, des clins d'œil bibliques. C'est vraiment très très bien fait, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Franchement, re-regardez ce Disney, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, c'est un vrai délice. Et en plus, il permet d'instaurer l'une des méchantes les plus emblématiques et charismatiques de Disney. Voilà, à l'instar de Maléfique ou de Jafar. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ma critique est terminée. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord, à me conseiller aussi. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me conseiller sur comment améliorer mes vidéos, mes chroniques, à lancer des petits débats, voilà, sur des choses que j'ai dit ou que je n'ai pas dit d'ailleurs. Et je prends énormément de plaisir à répondre à vos commentaires qui sont tous constructifs. Je n'avais pas vu aucun qui soit purement méchant ou purement idiot ou qui ne servent à rien. Vraiment, tous vos commentaires sont vraiment utiles. Il y a certains d'entre vous que je ne peux pas répondre. Donc je crois que Prince et Princesse, ils en avaient parlé dans une de leurs vidéos. Je sais pas, vous avez dû bouger quelque chose sur votre chaîne YouTube et du coup on peut pas répondre à vos commentaires, ce qui est très très dommage. Parce que j'ai eu des commentaires très très poussés que je pouvais malheureusement pas répondre, donc veuillez m'excuser, mais voilà, je fais avec les moyens du bord. Et je pense qu'on va se quitter sur ça. Ah non, juste avant de nous quitter,
je vais vous préciser une petite chose. Je vous avais parlé déjà précédemment des débats que j'allais vouloir réaliser avec vous. Le premier de tous ces débats sera en fait réalisé avec l'ordre. Voilà, on compte débattre sur une problématique de la Reine des Neiges, je vous en dis pas plus. Elle est déjà définie, mais on va vous laisser la surprise. Elle sera en fait d'ici quelques semaines. Et ça va lancer une série de débats que je ferai purement avec vous, les abonnés de la chaîne. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.